Et donc on accueille ce soir Maître Raphaël Rowe, voilà, d'Altervia, qui est donc un adhérent à Gaming, et qui se propose de nous faire une présentation sur le règlement général de la protection des données, voilà, qui entre en vigueur en mai 2018 et qui nous concerne, nous également, professionnels du jeu vidéo, ou futurs professionnels du jeu vidéo d'ailleurs. Et donc nous allons voir comment, au cours de l'heure qui arrive. Voilà. Et à l'issue de cela, nous aurons également une très rapide présentation de la part d'Œil pour Œil, qui est également un adhérent à Gaming, qui a développé une solution gamifiée autour justement de ce règlement européen, mais à destination des grandes entreprises. Voilà, donc je laisse la parole à Raphaël et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On aura une phase des questions à l'issue de la présentation. À tout à l'heure. Je vais vous parler juridique et je vais vous parler juridique en 150 slides sur 2-3 heures. Ça vous va? On est parti, c'est bon, vous êtes chaud? Non mais bon, ouais. Bon, je vais essayer de pas trop vous tuer. On est 19h30. L'idée c'est de vous rendre le sujet en fait un peu vivant et puis effectivement de vous dire que ça vous concerne d'une part. C'est pas un sujet facile à aborder parce qu'en fait c'est un sujet assez varié en fait hein, et dans vos activités vous allez voir que vous allez traiter de la donnée perso la plupart du temps, que de toute façon ça deviendra un actif de vos boîtes. Donc je ne vais pas non plus vous saouler avec la partie corporate, mais l'idée c'est de voir un petit peu comment vous collectez des données, pourquoi vous les collectez. Ouais, c'est mieux. Ok. L'idée c'est d'identifier en fait les données personnelles que vous allez avoir à traiter dans vos activités et savoir comment il faut les traiter. Alors ça va bouger effectivement et comme vous le disait Laurent, à partir de mai 2018, on a déjà de l'historique hein, en France hein, parce qu'on a une loi qui date de 78, donc ça fait déjà un moment qu'on bosse sur la matière et sachez que le premier article de cette loi de 1978, dont vous avez certainement déjà entendu parler, je me décale par là, ah oui, et je suis derrière le poteau effectivement. Le premier article, c'est l'informatique doit être au service du citoyen. Donc en 78, si vous voulez, l'informatique, c'est pas l'informatique de maintenant. Et les inquiétudes, c'est plutôt l'État qui va venir à la 1984 nous fliquer tous autant qu'on est. Et du coup, c'est le citoyen versus l'État. Et aujourd'hui, en fait, et depuis plusieurs années, c'est plutôt en fait la sphère privée versus le client, le consommateur, quoi. Et donc le gamer, le joueur pour nous, quoi. Donc moi, je suis avocat au barreau de Lille. Je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies et je suis correspondant informatique et liberté pour certains de mes clients. Donc ça veut dire que je suis leur référent CNIL, quelque part, pour la partie traitement de données perso. Voilà. Donc c'est une fonction qui peut être externalisée. Vous verrez qu'à partir de mai 2018, à partir du moment où vous collectez des données personnelles, vous devrez désigner un correspondant informatique et liberté qui prendra une autre appellation qui s'appellera le délégué à la protection des données. Vous devrez soit l'avoir en interne, soit en désigner en externe, quelle que soit la taille de votre boîte. Du coup, je vais commencer par un peu les exemples qui font peur de ce qui peut mal se passer au niveau traitement de données perso. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais. Alors le premier exemple, c'est un exemple qui est pas loin de chez nous, hein, c'est Boulanger, qui est pourtant pas une boîte qui fait n'importe quoi avec ses données perso, mais qui s'est tapé en fait un bon bad buzz avec un avertissement public de la CNIL il y a 2 ans, parce qu'en fait dans les fiches de service après-vente de Boulanger, il y avait une zone de libre commentaire, une zone bloc-notes, vous pouvez saisir ce qu'on voulait. Et en fait, ils saisissaient un peu tout et n'importe quoi. Et ils se sont rendus compte, alors c'est un salarié de Boulanger qui a appelé la CNIL pour dire « Ah, il y a quand même des trucs bizarres dans nos zones de libre commentaire ». Et ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement 5828 commentaires insultants qui avaient été recensés au moment du contrôle. Donc il y en a un exemple dans le titre, hein, là c'est juste un extrait du monde.fr. Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctions de la CNIL, elles sont pas mal relayées en fait par les médias. Donc c'est finalement la pire des sanctions, c'est d'avoir une atteinte à l'image de marque de votre boîte ou de votre studio ou de votre boîte d'édition. La presse se fait écho du placement en garde à vue ou de la mise en examen de quelqu'un. Dans notre esprit, on se dit tous « Ouah, il est pas net, lui, à mon avis, il a fait un truc. » quoi. Donc sachez que là, c'est une mise en demeure publique. C'est comme une sanction alors que ça n'en est pas encore une. Quoi. Et eux, en fait, c'était pour les vidéos, les caméras qu'ils mettaient dans les Apple Store. Où là, pour le coup, il n'y avait pas eu de démarche auprès de la CNIL, de déclaration, pas de démarche auprès des salariés, donc un manque de transparence, en fait, si vous voulez. Donc à partir du moment où vous collectez des données perso, il faut avoir en tête la transparence vis-à-vis de celui dont vous allez collecter les données. Le troisième exemple, c'est une faille de sécurité. Bon, vous connaissez peut-être Hertz, c'est une société de location de véhicules. Ils ont eu une faille de sécurité, ils ont été sanctionnés à hauteur de 40 000 €.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les plafonds de sanctions, là, actuellement, ils sont en train de monter vraiment de façon expansionnelle. On est parti de 150 000 euros. Ça, c'était le plafond max de sanctions de la CNIL, en cas de manquement. En octobre 2016, on est passé à 3 millions d'euros. Et là, à partir de mai 2018, on passe à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires monde de l'exercice monde, enfin du chiffre d'affaires monde de l'exercice précédent de la boîte. Donc 150 000 euros pour Google, par exemple, c'est 2 minutes de chiffre d'affaires monde. 3 millions, c'est déjà un petit peu plus impactant. 4% du chiffre d'affaires monde, c'est ultra impactant. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de cette réglementation européenne actuellement, parce que finalement, il y a déjà de l'historique, mais là, quand on est chef d'entreprise, on se dit, ouais, il y a peut-être un petit risque juridique à encadrer, quoi. Et un risque financier surtout. Donc les principes, c'est que jusqu'à maintenant, quand vous faisiez du business en Europe, il y avait plein de lois nationales en fait européennes qui s'appliquaient à vous et il n'y en avait pas deux qui étaient pareilles, quoi. Donc même en Europe, vous ne pouviez pas faire du business avec l'Allemagne ou diffuser votre jeu en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, sous les mêmes règles. D'accord ? Il y avait des sanctions qui étaient plus ou moins importantes et vous aviez des modalités de collecte de données qui étaient différentes aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait une directive européenne qui datait de 1995. Et en fait, la différence entre les directives européennes et les règlements européens, c'est que les directives nécessitent en fait des lois de transposition dans chacun des pays européens. Alors que des règlements européens, c'est d'application directe. Donc dans chacun des pays, le règlement européen, là, il vient uniformiser la matière et il vous dit qu'au 25 mai 2018, chaque citoyen européen, chaque client européen peut invoquer en fait ce règlement devant sa juridiction nationale. Donc un de vos joueurs peut se plaindre auprès de la CNIL d'un manquement que vous allez avoir au regard de la réglementation européenne. Donc ça, c'est 25 mai 2018. Et le périmètre, c'est en fait tous les traitements de données personnelles. Donc il faut que vous puissiez vous identifier ce qu'on va appeler données perso. La donnée perso, c'est toute information qui va identifier une personne physique, donc un individu, pas une entreprise, indirectement ou directement. Et indirectement ou directement, vous voyez que on va les classer dans deux catégories, ces données perso. À gauche, les données classiques. Donc le nom, le prénom, l'adresse postale de la personne, l'email, le numéro de téléphone, son numéro d'identification interne que vous allez lui donner dans votre jeu, la date de naissance, l'adresse IP, c'est une donnée perso. D'accord ? Les cookies que vous allez générer si vous avez un jeu par exemple sous navigateur, ce sont des données perso. L'ID cookie que vous allez y associer est une donnée perso. Les données de géoloc, donc si votre application géolocalise l'utilisateur, le joueur, effectivement c'est de la donnée perso aussi. D'accord ? L'identifiant en ligne, donc le pseudo, maintenant ça devient une donnée perso. Sachez que même d'ailleurs dans les débats sur les lois de lutte contre le terrorisme, vous l'avez peut-être entendu, mais le pseudo devait être déclaré obligatoirement pour certaines personnes qui étaient fichées S. D'accord ? Alors l'idée, c'est pas forcément parce que le pseudo, on peut en changer comme on veut. Hein. Vous pouvez pas changer de nom et prénom librement, mais vous pouvez changer votre pseudo quand vous voulez. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est d'imputer ce qui a été publié à un pseudo. C'est pour ça qu'ils pensaient à cette obligation de déclaration. Donc à gauche, quand vous allez collecter les données perso classiques d'une personne, vous devez vous assurer effectivement que vous respectez la réglementation et que vous portez en fait ce traitement et ses finalités dans ce qu'on appelle un registre. Je reviendrai dessus après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, encore une fois. Et à droite, on va voir les données en fait là qui sont en rouge clignotant et sur lesquelles vous devez faire super gaffe. Ce sont les données sensibles. Alors, origine raciale ou ethnique, opinion politique, philosophique, religieuse, données de santé, appartenance syndicale, vie sexuelle, analyse d'un échantillon biologique de la personne, analyse de son image faciale. Alors, vous voyez, à gauche, il y a la photo et à droite, il y a l'image faciale. En fait, c'est l'analyse de l'expression faciale qui va être une donnée sensible. Comment vous réagissez, par exemple, à un stimuli commercial, quoi. Les données dactyloscopiques, c'est les empreintes digitales, prestations de services de soins et de santé. Alors, tout ne vous concerne pas dans les données sensibles, hein, bien entendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous avez identifié une donnée comme étant une donnée sensible, mettez-vous en alerte totale parce qu'en principe, vous n'êtes pas censé la collecter. D'accord ? Et cette donnée sensible à droite, ouais ? Vas-y. Je vois dans les données sensibles, opinion politique, Vas-y, philosophique, religieuse. Qu'est-ce qu'on fait d'un utilisateur du coup qui met ces opinions-là sur les forums et du coup c'est rattaché à tous ces identifiants dans nos bases de données? Ça, on le maîtrise pas nous en fait. Donc on peut effectivement la seule solution que tu as, c'est de le modérer, soit avant, soit après. Non mais moi je modère pas. Attends, je termine. Je vais jusqu'au bout de ma réponse. Mais par contre, en fait, ces données sensibles, elles sont sensibles à partir du moment où tu vas déterminer une finalité derrière ce traitement. Si tu te sers des opinions politiques, philosophiques, religieuses pour
faire quelque chose, d'accord, au regard de la personne. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, hein, j'ai un client qui m'avait demandé à un moment donné et ça va vous faire bondir, mais sachez que ça existe. J'ai un client qui me dit moi je vends des produits halal et en fait j'aimerais bien faire ma campagne de com uniquement sur la base du nom de famille parce que j'ai pas envie d'envoyer ça à tout le monde, j'ai envie d'envoyer ça à ceux qui sont potentiellement intéressés. Est-ce que je peux le faire? Ça typiquement, d'une part c'est pas pertinent parce que c'est pas sur le nom de famille qu'on va déterminer une religion, d'accord, et d'autre part en fait c'est une donnée sensible. Et je lui ai dit je veux bien poser la question à CNIL mais c'est mort. Et c'était mort, c'était pas possible. D'accord. Donc ça en fait à droite il faut partir du principe que on n'est pas censé les avoir, on n'est pas censé les collecter. Effectivement, sur le forum, on ne le maîtrise pas. Donc, à la limite, on peut modérer et essayer qu'elles n'apparaissent pas, mais on ne va rien en faire, nous, derrière. C'est ça l'idée. Donc, les finalités, à partir du moment où vous faites quelque chose avec des données, il faut absolument que vous ayez une finalité qui soit acceptable et objective. Et vous, par exemple, alors, je fais l'exercice. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais j'avais jamais téléchargé de Candy Crush Saga. Donc, j'ai téléchargé Candy Crush Saga, qui m'a d'abord demandé, en fait, via Facebook Login, de me connecter. Donc, je me suis connecté avec Facebook Login. Raphaël, oui. On a une petite question sur le slide d'avant, si ça ne te dérange pas. Je remonte, vas-y. En fait, les cookies, par exemple, permettent pas d'identifier la personne. Je suis d'accord, ouais. En fait, je vais... Et les données de localisation non plus. Alors, on peut avoir un user ID, un cookie, des données de localisation, mais ça permet pas d'identifier la personne. Ça reste de la donnée personnelle. Technique, ouais. En fait, l'ID cookie, ça a même fait l'objet d'un article spécifique de la loi informatique et liberté, et donc au départ d'une directive européenne, puis donc d'une intégration dans la loi informatique et liberté par ordonnance. C'est que, pour moi aussi, je suis d'accord, l'ID cookie, il coexiste à côté de nous, mais l'ID cookie, en fait, il va donner peut-être plus d'informations commerciales sur nous, mais il va jamais rattacher la donnée à un nom et à un prénom. D'accord ? Et la CNIL, elle s'en est complètement exonérée. Le législateur s'en est complètement exonéré parce qu'il considère que le double numérique qu'on crée en fait avec le cookie, il est ultra intrusif. Du coup, il a rattaché, en tordant un peu les notions, le cookie, l'ID cookie, et en fait, la définition juridique, c'est le témoin de connexion. C'est pas le cookie, donc c'est le fingerprinting, c'est toutes les technologies qu'on va mettre en place pour traquer, suivre la navigation en fait d'un internaute. Donc ça a été rattaché un peu avec violence à la notion de données à caractère perso. Pareil pour l'adresse IP, parce qu'en fait la réponse c'était de dire on sait pas qui est derrière l'ordi, donc on peut pas savoir, c'est pas une donnée personnelle en fait. Oui, mais ça identifie indirectement un abonné. Parce que le FAI sait à tout moment à qui il a filé telle adresse IP, même quand elle est flottante. Donc on peut, par requête, aller demander au président du tribunal de grande instance d'envoyer une ordonnance à un fournisseur d'accès Internet pour avoir l'information identifiante derrière. Et la géolocalisation en temps réel, c'est la même chose, c'est qu'indirectement, on peut, par croisement avec d'autres données, identifier une personne. Donc la donnée perso, en fait, c'est soit directement identifiant, le nom-prénom, c'est indiscutable, soit indirectement par croisement avec d'autres données. Pareil, la zone de libre commentaire qu'on évoquait avec Boulanger, à la base, on n'imagine pas que c'est une donnée à caractère perso, en fait. Sauf que comme on la met dans la fiche de SAV, c'est rattaché à la personne. Ok. Et voilà. Merci. T'en prie. Donc Candy Crush. Ouais, Candy Crush, voilà. Bon. Candy Crush utilise donc Facebook Login. Donc Candy Crush va recevoir mon profil public Facebook, ma liste d'amis et mon adresse email. D'accord. Donc je peux continuer, je peux modifier ça et je peux ne sélectionner que mon profil public ou ma liste d'amis. Vous connaissez Facebook Login. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, effectivement, l'éditeur du jeu Candy Crush Saga collecte des données à caractère perso. D'accord. Il le fait d'ailleurs avant. Connexion Facebook réussie. Votre avancée est maintenant synchronisée avec votre compte. Donc en plus, effectivement, on synchronise l'avancée avec le compte Facebook. Mais en plus, on va envoyer des notifications. Et ça, en fait, ce petit pop-up là qui apparaît, c'est un opt-in. C'est une manifestation de volonté préalable avant de pouvoir recevoir les notifications, ce que vous pouvez gérer après. Donc il y a ma photo qui apparaît en haut à gauche une fois qu'on a logué. Donc tout ça, c'est de la donnée perso en fait. Et c'est la donnée perso qui est envoyée par Facebook à l'éditeur de Candy Crush Saga. Donc Candy Crush Saga devient en fait le responsable de traitement de ces données. Donc il est responsable de la conformité de son traitement. Donc ce qu'il faut savoir, et après donc les notifications, vous pouvez bien entendu les gérer sur votre smartphone directement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous recevez de la donnée, vous en devenez responsable. Si vous avez mal paramétré votre Facebook Login dans votre jeu,
Et Facebook, à un moment donné, on avait fait une fiche pratique sur Facebook Login qui s'appelait Connect avant, parce que Facebook n'identifiait pas, par exemple, les opinions religieuses comme étant de la donnée sensible. Donc si nous, au moment où on développait notre système de Facebook Login pour l'intégrer, on gardait en fait par défaut la case cochée opinion religieuse, même si on n'en fait rien derrière, Facebook nous l'envoie, et on peut être responsable parce que opinion religieuse, c'est de la donnée sensible. D'accord ? Donc il faut aussi pouvoir faire attention à la façon dont vous paramétrez les outils qui vont vous envoyer de la donnée. Parce que vous allez faire des collectes directes auprès de vos joueurs, mais vous allez aussi avoir des collectes indirectes auprès de tiers, partenaires commerciaux. Là, Facebook, c'est votre partenaire commercial, et vous allez collecter des données via son intermédiaire. D'accord ? Alors l'appréhension des jeux par la CNIL, elle est plutôt sous le prisme du risque sur les données perso. D'accord ? Son discours habituel, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. D'accord ? Et son discours habituel, c'est de dire attention, le business model de la gratuité, il est souvent basé sur la data. C'est vrai. Du coup, part du principe effectivement que on ne maîtrise pas bien le business model des applications qui sont gratuites. C'est en tout cas la CNIL qui raisonne comme ça. Et elle va en fait notamment relever deux catégories de données en fait majeures dans le gaming. C'est d'abord la donnée de localisation, qu'elle considère comme étant la donnée reine, notamment des applications mobiles, avec une finalité qui est notamment d'affiner le ciblage publicitaire. Elle prend l'exemple, bien entendu, que vous connaissez, qui est celui de Pokémon Go. Alors, Pokémon Go, c'est notamment un business model qui est basé sur les géologues pour inciter les joueurs à se rendre chez les partenaires commerciaux de l'éditeur du jeu. D'accord ? Par exemple, on va vous donner un bon de réduction pour aller dans tel restaurant, ou alors on va mettre un Pokéstop dans tel restaurant pour effectivement inciter à la consommation. D'accord ? C'est ça le business model. Donc c'est rémunération de l'éditeur en fonction de la qualité aussi des profits de joueurs. Donc c'est du ciblage, de la segmentation. Il y a aussi les données comportementales. Est-ce qu'on est en face d'un joueur patient ? Est-ce qu'il a le goût du risque ? Est-ce qu'il se décourage face à un obstacle ? Et ça, la finalité, c'est d'encourager l'achat in-game pour mieux progresser dans le jeu, avec des mécanismes de frustration et de récompense. Alors eux, ils partent du principe que ce sont les mêmes mécanismes que dans les loteries ou les jeux de hasard ou le casino. D'accord ? C'est un peu réducteur. Mais pour eux, c'est aussi une façon de collecter des données de façon un peu indolore et auprès d'un public qui n'est pas forcément complètement conscient de communiquer des données. Donc la vision en fait, du jeu vidéo par la CNIL, elle est vraiment, vraiment basée sur le risque. Et donc la donnée comportementale, elle est considérée aussi comme de la donnée personnelle ? Ouais, et elle est même considérée, parce qu'en fait, elle est rattachée à un identifiant. Elle est rattachée à un joueur, en fait. En principe, hein. Sauf si on ne collecte que des statistiques en fait, d'utilisation du jeu, sans rattacher ça à des utilisateurs qu'on pourrait directement ou indirectement identifier. Donc, par exemple, un joueur qui se connecte à 9h10 et qui se déconnecte à 9h12, ouais. Parce qu'il c'est associé à son compte, oui. C'est de la donnée perso, oui. Qu'il faut déclarer. En fait, il ne faut pas déclarer chaque donnée, il faut déclarer une finalité. D'accord. C'est pourquoi on collecte ces données-là, en fait. Donc, tout ce groupe de données peut avoir la même finalité qui est de gérer sa base de données client-prospect, globalement. On va rentrer un peu dans les détails dans le registre, mais on n'est pas obligé de dire, voilà, je collecte telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée. D'accord ? C'est un groupe de catégories de données, on va les regrouper, les données, et on va regrouper les finalités aussi. D'accord. Donc c'est pas insurmontable, en fait, de déclarer à la CNIL, et les déclarations à la CNIL, ça se termine dans 6 mois. 25 mai 2018, le règlement européen, il met un coup d'arrêt aux déclarations CNIL. Donc on ne devra plus déclarer à la CNIL, on devra tenir en interne, en fait, un registre des traitements, qui prend la forme que vous voulez. Hein. Vous le mettez sous format Word, sous Excel, ce que vous voulez, mais vous devez le faire. Alors, on peut le voir sous deux... Ouais. Il y a deux façons de le voir. Ça. Soit, effectivement, on se dit qu'on fait le boulot de la CNIL à sa place, soit on se dit, finalement, c'est plus facile parce que ce sera plus évolutif et je gère moi-même mon registre. D'accord ? Parce qu'avant, il fallait déclarer à la CNIL, il fallait aussi déclarer toutes les évolutions des finalités de ces traitements. Donc, c'est un petit choc de simplification administrative. Dans les conseils de la CNIL aux joueurs, alors je ne les ai pas repris en intégralité, mais il y a notamment, alors, vous êtes joueur, vous devez vérifier les permissions qui sont demandées avant d'accepter une application. C'est par exemple ce qu'on a vu avec le Facebook Login de Candy Crush Saga. Je dois entrer un pseudo. Elle conseille même de donner des fausses informations, en fait, la CNIL. Utiliser une adresse mail pourriel. Éteindre les applications quand on a fini de jouer et les supprimer quand on les utilise plus. Ça vous paraît peut-être basique, mais en fait, ça, c'est des conseils qui sont faits au grand public par la CNIL. Ne pas autoriser l'accès au contact si c'est pas utile. Désactiver l'accès de l'application à la géoloc du smartphone quand c'est pas nécessaire. Et ça, on vérifie rarement, en fait, les paramètres de confidentialité. On peut pourtant maintenant tous les gérer sur le smartphone. Pas de photos sans le consentement des personnes, ça relève du droit à l'image. Et renouveler régulièrement l'identifiant publicitaire.
Parce que l'identifiant publicitaire, c'est considéré effectivement, encore une fois, comme une donnée perso, sauf qu'elle peut être renouvelée. D'accord ? Pareil pour les cookies, pareil pour toutes les autres données perso, il y a des durées de conservation pour les données, en fait. Alors, la CNIL s'est associée à l'INRIA pour faire une étude sur les données qui étaient générées par les smartphones. Et c'est une étude qui s'appelle Mobilytics. Ils en ont fait deux itérations en 2011 et 2013. L'idée, c'était de voir en fait les données qui étaient générées par les smartphones via les applications mobiles. Donc, ils ont utilisé 6 iPhones, puis après des Android. Alors là, sur les iPhones, il y avait 9 gigas de données qui étaient récoltées, 7 millions d'événements analysés, donc sur 3 mois. 189 applications utilisées, 41 000 événements de géologue, soit 76 événements par jour et par volontaire. Donc, ça fait quand même pas mal de données. Et ils se sont rendus compte, en fait, dans leur constat, qu'il y avait beaucoup d'accès réseau, quasi permanent, sans information claire. On était en 2013, donc ça a un peu évolué, et je pense dans le bon sens. 9 applications sur 10 qui accédaient à Internet, et ils considéraient que ce n'était pas toujours légitime. Quelques applications qui étaient à l'origine de l'accès à une grande majorité des données, d'accord, donc c'était plus de 80% des données qui étaient générées par moins de 20% des applis. Certaines applis qui accédaient à des données sans lien direct avec l'action de l'utilisateur, d'accord, et géoloc, au cœur de toutes les collectes de données. Donc la géolocalisation, c'est effectivement une donnée perso, et c'est une donnée perso qui est ultra intrusive, considérée comme intrusive en fait par la CNIL, donc avec une information, une transparence et un consentement préalable qui doit être vraiment renforcé. Une fois qu'on sait qu'on collecte des données perso, il faut savoir qui en est responsable. Et le responsable, c'est le responsable de traitement. Donc c'est l'entreprise. Donc là, dans votre cas, c'est l'éditeur en fait. Celui qui va éditer le jeu va déterminer le pourquoi il collecte des données perso et comment il les collecte. Et du coup, il sera responsable de la conformité du traitement. Okay ? Autour de cet éditeur, on va avoir plein de sous-traitants techniques, notamment votre hébergeur. Okay ? Cet hébergeur ou ces autres sous-traitants ne seront pas responsables de la conformité juridique de vos traitements. Okay ? Si vous faites n'importe quoi avec les données perso, c'est vous, responsable de traitement, qui êtes responsable. Le sous-traitant, lui, il agit uniquement pour votre compte et sous vos instructions. Et lui, il est responsable de la sécurité et de la confidentialité, point barre. Okay. Le règlement européen, il s'applique à toutes les boîtes qui sont implantées en Europe ou toutes les boîtes qui vont traiter des données qui concernent des citoyens européens. Donc le périmètre, il est vraiment très large. Et quand on sait qu'on est responsable de traitement, nos obligations principales, c'est tout d'abord en fait s'assurer de la légalité du traitement. Est-ce que c'est conforme au texte, à la loi, au règlement ? Est-ce qu'au moment où j'ai collecté la donnée, j'ai bien été loyal vis-à-vis de la personne ? C'est-à-dire, elle sait que je collecte de la donnée perso le concernant, et j'ai été transparent, c'est-à-dire je lui ai donné les finalités pour lesquelles je l'ai collectée. D'accord ? Est-ce que c'est que des stats, ou est-ce que c'est aussi du ciblage commercial ? Ça, ils doivent le savoir. Je dois limiter mes finalités, minimiser mes données. Alors ça, c'est complètement à contre-courant de la tendance, mais c'est le règlement qui nous l'impose. Je dois m'assurer de l'exactitude des bases. Limiter les durées de conservation en fonction des finalités, m'assurer de la sécurité des données, de leur confidentialité, et rendre des comptes. Ça, c'est le principe qu'on appelle accountability. En français, on n'arrive pas tellement à le traduire, c'est responsabilité, mais c'est juste documenter en fait votre conformité. Donc, si vous faites bien les choses, il faut le documenter, parce qu'en cas de contrôle CNIL, c'est ça qu'on va vous demander. Sortir vos process. Oui. Donc là, si je stocke que mon utilisateur il s'est logué à 9h10 et qu'il s'est déconnecté à 9h12, je dois l'en avertir. Alors, pour lui dire que si demain il se connecte pas à cette heure-là, après-demain sans doute, je lui enverrai un push pour le relancer. En fait, je dois pas le notifier de tous les traitements que je fais, mais je dois, en amont, en fait, c'est ça rien. C'est au moment de la première collecte des données, d'accord, au moment de la première collecte des données perso, je dois, alors c'est un peu la liste à la Prévert d'infos que je dois lui fournir sur les modalités de traitement que je vais mettre en place. Qui je suis, donc identité du responsable de traitement. Les coordonnées de mon délégué à la protection des données, parce que ça devient obligatoire à partir du 25 mai 2018. Les finalités de mon traitement, les catégories de données, les destinataires, les transferts que je fais hors de l'Europe, les droits dont il dispose sur les données, donc accès, rectification, opposition, d'accord, l'opt-out, les modalités de plainte auprès de la CNIL, est-ce que je fais du scoring ou du profilage, tout ça, normalement, donc en plus de la preuve du consentement et du droit en plus qu'il aura de vous donner des directives en cas de décès sur ces données perso, d'accord. Tout ça, ça vous paraît peut-être incroyable, mais on doit normalement fournir toutes ces infos-là au moment où on fait une première collecte de données perso concernant une personne. D'accord. Donc après, on ne doit pas le renotifier à chaque fois qu'on traite une donnée le concernant, parce qu'on part du principe qu'on a fait une info one-shot au départ, et tant que ça évolue pas de façon importante dans les finalités, on capitalise ça pour tous les autres traitements qu'on fait après le concernant lui. D'accord ? Donc on a fait notre fiche d'identité au départ, en fait, au moment où on a collecté les données, puis après on se base sur cette fiche d'identité-là pour tous les autres traitements.
Donc quand il se log à 9h10 et qu'il se délog à 9h12, on le collecte dans le cadre de l'information qu'on a fournie en amont. Et le degré de détail ne doit pas être aussi précis. Non, mais déjà ça, c'est énorme. Ouais, ça c'est énorme. Ouais. Non, mais ça, c'est des CGU que personne va lire, ça va finir comme ça. Mais c'est en plus pire que ça, c'est qu'on peut pas le mettre dans les CGU. C'est-à-dire que ça, c'est une info que tu peux pas mettre dans les conditions générales, parce que personne les lit. Hein, je le sais très bien. Moi, j'aurais dit, mais personne me lit. C'est tout. J'accepte. Mais les conditions générales, on les lit que quand il y a un problème, en fait. Mais l'information CNIL, on n'est pas censé les lire que quand il y a un problème, parce que au contraire, c'est dans notre intérêt, nous, consommateurs, clients, utilisateurs, joueurs, quoi. Donc, on doit en fait cette information-là la fournir au moment de la collecte dans le support de collecte. Si c'est sur une application mobile, dans l'application mobile, on doit fournir cette information-là. Maintenant, c'est compliqué. C'est ingérable. Ouais, c'est ingérable. Et du coup, ce qui est proposé, c'est de faire un espèce d'arbre des possibles, c'est-à-dire que tu as une information très synthétique qui est proposée au départ. Et puis, si celui qui est intéressé, en fait, clique sur un des points, par exemple les durées de conservation ou autre chose, on va lui fournir une information détaillée derrière. L'idée, c'est effectivement de faire une information synthétique en amont, puis après des détails. Voilà. Bon, tout ça, en fait, la finalité du texte, hein, c'est de maintenir la confiance des utilisateurs dans les services qu'on leur propose. Parce qu'en fait, le risque de tout ça, et c'est pour ça qu'on réglemente et qu'on fait des lois. Moi, je comprends la finalité, hein, même si effectivement, au niveau des entreprises, la crainte, je la comprends aussi, c'est que la compétitivité, elle est là aussi. Leur idée, c'est de dire, voilà, si on réglemente pas dans ce domaine-là, qui est quand même difficile à comprendre, les utilisateurs vont se barrer, ou alors ils vont plus nous communiquer de données, en fait. Donc la transparence permet en fait aux consommateurs d'être en confiance et de nous communiquer des données. D'accord ? Enfin, moi, quand je pose les jeunes des cours sur les données perso à des étudiants en marketing, quand je leur demande ce que c'est qu'un cookie, franchement, il n'y a pas grand monde qui lève la main. Hein. Pourtant, je veux dire, c'est une grosse source de données à caractère perso aujourd'hui. Donc la transparence, elle est quand même assez bénéfique. Ouais, mais quand même en préalable, tu dis quand même. Je t'ai pas convaincu. Non, mais tu dis clairement que personne lit les CGU. Ah ben oui, si on faisait des statistiques sur les CGU, je pense que effectivement je me pendrais, mais. Ben donc du coup ça devient très compliqué d'avoir de la transparence auprès de ces utilisateurs alors qu'on sait qu'ils vont pas lire. Et là en plus on demande d'alourdir le process. C'est pas dans les CGU. Non, en plus c'est pas dans les CGU, donc non mais donc c'est dans le support de collecte direct. Donc effectivement partant du principe qu'ils vont pas aller voir les CGU, on impose en. Oui, mais le support de collecte il est tout au long du parcours utilisateur, de son clic sur le download jusqu'à son inscription, il est tout le temps, il est permanent. En fait, des nouvelles collectes de données, vous allez toujours en faire. Mais au moment de la création d'un compte, c'est ça que vous allez fournir comme info. Oui, mais au moment de la création d'un compte, c'est aussi à ce moment-là qu'on met les CGU. Donc c'est vraiment, on commence à collecter de la donnée personnelle au moment de la création du compte et au moment où on affiche les CGU, parce que c'est à ce moment-là qu'il crée le compte. Et à partir du moment où il crée le compte, ça fait une donnée personnelle. Donc il faut lui afficher en même temps les CGU et tout ce qu'on va collecter sur lui, parce que c'est. Mais qu'est-ce qui pose problème là ? Bah, ils vont pas le lire comme les CGU. Mais personne ne lit ça. Hein. Ça, de toute façon, il faut partir du principe que, et même d'ailleurs, là on va parler des cookies rapidement. Je sais pas, vous voyez qu'il y a des bandeaux de navigation quand vous allez sur les sites. Là, oui, j'ai dû les mettre sur tous mes sites. Parce ça gave tout le monde. Non, mais ouais. ça gave tout le monde, on est d'accord, parce que si sur un smartphone, ça prend la moitié de l'écran, ou en tout cas au moins un tiers. Donc la plupart du temps, tout le monde le vire, en fait, ce bandeau, sans le regarder. Et le taux de clic sur la politique cookie, qui est censé normalement expliquer comment fonctionne un cookie, ce que c'est qu'un cookie, et ce qu'on va en faire, personne va le voir. Donc en fait, ils s'arrachent les cheveux pour savoir comment délivrer une information claire, nette, précise, transparente et concise, compréhensible, et imposer ça en fait aux entreprises. Mais ce qui est vrai, c'est que l'utilisateur prend pas le temps d'aller voir ça. Et de toute façon, ayez pas mauvaise conscience. Enfin, je sais pas si vous l'avez, mauvaise conscience de lire ou pas les conditions générales, mais avec une vitesse de lecture normale. Ils ont fait une étude, ils ont pris en fait un panel de personnes, ils ont été voir un peu le nombre de logiciels qui avaient été téléchargés par ces personnes, le nombre de logiciels qui étaient utilisés par ces personnes, le nombre d'applis qui étaient utilisés par ces personnes. Ça prendrait en moyenne plus de 90 jours par an de lire tous les contrats de licence et les conditions générales qui vous sont proposés quand vous utilisez vos outils du quotidien, quoi. Donc partant de ce constat-là, c'est tout. On peut pas noyer ça dans les conditions générales. Maintenant, même si on le met au pied du formulaire de collecte, bien entendu, pas grand monde le lit en fait. Mais au moins, l'info est directe. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va proposer une page avec les CGU et il y aura une deuxième page collection des, en fait, c'est collecte des données et puis ils vont accepter pareil. C'est dans la page de collecte que ça doit apparaître.
dans il n'y la a pas page. de page de collecte en fait dans un jeu. On propose une page avec les CGU, ils acceptent, et puis après on propose une autre page avec les données de collecte et ils acceptent en fait, c'est ça. Bah, je sais pas, sur un formulaire de collecte de données, quoi. Quel que soit le support, hein, un papier, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pose problème là. Non, La c'est taille, juste, parce que c'est le- dire de pas mettre ça dans les CGU. En fait, ça revient vraiment au même, quoi. C'est parce que c'est au même moment, donc c'est Bah, autant problème, le mettre dedans. Hein, mais... En fait, le problème, c'est qu'avant, l'info, elle était plus synthétique. Il y avait moins d'éléments à fournir. Mais là, maintenant, elle s'est complètement étoffée, cette information-là. Donc, elle redevient un peu comme des conditions générales. Donc, alors, entendant cette critique-là, en fait, les législateurs ont proposé de faire une iconographie. Donc, ils sont en train de bosser actuellement à l'Europe sur des icônes qui vont permettre, en fait, de délivrer cette info de façon synthétique. Waouh. Ouais, mais il faut voir je comprends, hein, les remarques que vous faites, c'est des questions que je me pose aussi, et de toute façon, je me casse la tête tous les jours avec mes clients pour savoir comment délivrer l'info. Maintenant, il faut savoir que la finalité qui est derrière tout ça, c'est l'information en fait des utilisateurs sur ce qu'on fait de leurs données à caractère perso. Mais j'ai pas de souci avec cette idée-là. C'est que le format pour l'annoncer me paraît super compliqué. Ça peut être un petit lien en bas qui renvoie sur une page en disant si vous voulez savoir ce qu'on fait avec vos données, cliquez ici. Il faut qu'il coche une case j'accepte. En fait, l'idée, c'est que ce soit accessible directement et pas planqué dans un contrat de 50 pages. C'est ça la philosophie. D'accord ? Des conditions générales, la plupart du temps, enfin, je sais pas, moi je vais les voir. Vous voyez tout de suite les conditions générales qui ont été faites pour être lues et les conditions générales qui ont été faites pour être pas lues. Et impossible à lire. Et accessible qu'aux juristes. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est, au lieu de planquer ça dans un document juridique ou technique, vous allez mettre ça en direct dans le support de collecte. D'accord ? Quel est le support de collecte ? J'allais dire, c'est à vous, responsable de traitement, de répondre à cette question. C'est à quel moment vous allez collecter les données perso. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut alerter la personne sur le fait que ce qu'elle communique, c'est de la donnée perso et on va en faire quelque chose derrière. Ça va ? Ouais, ça va moyennement, mais... Mais en fait, là, j'invente rien du tout. Hein. Là, ça, c'est Non, je sais, mais... Enfin, on y est déjà soumis depuis un moment, en fait, ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un vrai risque juridique ? D'accord. Et jusqu'à maintenant, le risque juridique, bah oui, il était contenu à 150 000 euros. Et puis bon, 150 000 euros, c'était Facebook et Google. Donc on part du principe qu'on risque pas grand-chose. Mais là, en fait, comme le plafond devient plus élevé de sanctions, et qu'en termes d'image, ça peut quand même porter atteinte à l'image de marque de la boîte. D'accord. C'est là qu'il faut commencer à faire attention. D'autant qu'en plus, la CNIL, elle peut aller plus loin que ça. Elle peut vous demander de ne plus exploiter la base de données qui, par exemple, a été collectée sans l'information préalable ou sans l'opt-in. L'opt-in, c'est la case à cocher. Donc, quand vous collectez des données, il vous faut une case à cocher, condition générale, et il vous faut une case à cocher. J'accepte de recevoir, par exemple, de la prospection commerciale par voie électronique. Si vous le faites, si vous le faites pas, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous le faites, si vous voulez envoyer, par exemple, des campagnes d'emailing ou de SMS ou des notifs, vous êtes censé avoir ça, d'accord, des notifs dans l'appli, et ça peut se faire par un pop-up qu'on a vu juste avant. Hein. Est-ce que j'accepte de recevoir des notifs ? Enfin, en fait, ça paraît impossible à mettre en place, mais vous le faites tous les jours. En fait, ça se fait assez naturellement. Quoi. Oui, mais là, sur le slide avant, il y avait une liste assez longue. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un formalisme imposé pour passer l'information à l'utilisateur ? Non, parce qu'en fait, les textes sont toujours ce qu'on appelle atechnologiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous imposer une technologie particulière. Pourquoi ? Pour que ce soit évolutif et que ce ne soit pas tout de suite obsolète. Quoi. Donc l'idée, c'est effectivement de vous obliger à ce que ce soit direct, accessible, pas sur un PDF, parce que tout le monde n'a pas forcément PDF, accessible sur un écran de smartphone, mais avec des contraintes particulières. Donc là, pour le coup, on pourrait justifier du côté de l'éditeur de dire on ne peut pas délivrer une information aussi longue sur un écran de smartphone, c'est pas possible. Du coup, ce qu'on propose, c'est de mettre un lien vers un document. Et ça, c'est acceptable. Quoi. En fait, l'idée, c'est de démontrer on a délivré directement l'info à la personne. Moi, j'ai juste eu un petit arrêt cardiaque sur un mot. Là, c'est sur ça va pas être rétroactif cette histoire, c'est-à-dire que. Non. En fait, je sais pas si ça. Attends, je vais laisser terminer. Non, mais c'est ça la question, quoi. J'ai une base de données utilisateurs immense. Je peux pas recueillir le consentement des utilisateurs qui ne viennent plus sur mon application, sur mon jeu. Ouais. Est-ce que du coup, je n'ai plus le droit de les contacter dans le cadre d'une campagne d'emailing, de faire des statistiques sur leurs données, etc. C'est pas rétroactif, mais en fait, les textes déjà actuels nous imposaient ça. Parce que là, en fait, l'opt-in, c'est un texte qui date de 2004.
L'opt-in, c'est le code des postes des communications électroniques qui nous oblige en fait à avoir un consentement préalable avant toute prospection commerciale par voie électronique. Et ça, c'est email, SMS, ce que vous voulez. Hein. Dans les cabinets d'avocats, on reçoit encore des pubs par fax. C'est de la communication par voie électronique. Et on doit démontrer qu'on a une manifestation de volonté libre, spécifique et éclairée, informée. Donc il faut l'information CNIL qu'on a vue juste avant. Il ne faut pas conditionner, par exemple, l'accès à un jeu au fait de recevoir les pubs. On peut pas refuser en fait l'accès à un service en disant acceptez notre newsletter commerciale, sinon vous pouvez pas rentrer dans notre restaurant. Ça c'est pas possible. Et spécifique, c'est-à-dire que vous le faites pour vous, pour votre société, pour les finalités que vous avez déterminées. Et si vous souhaitez que ce soit qualifiable pour une autre société, il faut ce qu'on appelle un opt-in partenaire, c'est-à-dire j'accepte de recevoir de la publicité par cette société et ses partenaires commerciaux. Donc la question est effectivement pertinente parce que c'est pas rétroactif, mais en fait c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc pour réactiver une base en fait qui n'a pas été collectée avec un opt-in, qui n'a pas été collectée avec une information CNIL, je dirais qu'il faut évaluer le risque juridique derrière, quoi. Est-ce que ça va être perçu comme étant intrusif par les utilisateurs ou pas? En fait, il faut jauger ça, quoi. Est-ce que celui qui n'a pas touché au jeu depuis 5 ans, je dis une bêtise, quand il va recevoir un mail, il va se dire non mais c'est quoi ce délire, ça fait 5 ans que j'ai pas entendu parler d'eux, ils me réactivent maintenant, ça me surprend et ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'ils ont encore mes données et moi je pensais qu'ils les avaient plus. Voilà. Il faut se mettre en fait un peu dans la peau du joueur en se disant voilà, est-ce que la communication que je vais faire, elle va être perçue comme étant intrusive? C'est très subjectif quand même. Ultra subjectif, mais c'est la seule réponse que je peux faire parce que sur la régularité juridique, la réponse je l'ai faite. La régularité juridique, il faut une information préalable, il faut un opt-in pour faire de la prospection commerciale par voie électronique. Ok. Non mais, donc pour réactiver la base, c'est cet élément-là qu'il faudra jauger en fait. Sur le principe, c'est ça en fait. Les seules exceptions à l'opt-in, c'est soit on envoie un message qui n'a pas un caractère commercial, donc je sais pas, caritatif, ou un message de sécurité, ou un message d'hygiène, ou un truc comme ça. C'est très limité hein, quand on est une boîte commerciale. Soit on n'utilise pas un moyen de prospection électronique, vous envoyez ça par voie postale et ça marche, on n'a pas besoin d'opt-in. Soit vous le faites auprès de professionnels qui ont des adresses pro, c'est-à-dire des adresses de leur boîte, donc c'est pas individuel et donc c'est pas de la donnée perso. Soit on le fait auprès de professionnels et c'est en lien avec leur activité pro et là on est bon. Soit on le fait en fait pour des clients dont on a déjà collecté les données avec cette information préalable et cette opt-in préalable. Okay, et là c'est pour des produits et services analogues. Mais c'est vrai que en la matière il n'y a pas de réponse idéale parce que cette information préalable, on doit y tendre. Mais quand on pose la question en entreprise, il y a quand même peu de personnes qui vont dire ah ouais nous on est nickel chrome, on a des durées de conservation qu'on respecte, on est au niveau sécurité à 100%. Donc il faut juste en fait après derrière évaluer le risque qu'on prend. Petite question, sans blague. L'absence de ça tombe bien, on est nickel au niveau timing. L'absence de caractère commercial. Est-ce qu'une newsletter qui dit vous avez été, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais vous avez été 2500 à jouer hier. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans le jeu qui va sortir demain, un nouveau mode de jeu, une newsletter d'information par rapport aux produits auxquels les gens se sont inscrits. Le produit, du coup, c'est commercial en fait. Mais je vois rien. Si, le produit. Non. Mais c'est quoi l'intérêt de la communication alors du coup? D'informer mes utilisateurs. Sur le produit qu'ils utilisent. Donc c'est commercial. Je vends rien. Si, le produit. Mais non, je le vends pas là. Par exemple. Non, mais même si c'est une utilisation gratuite, il y a un business model derrière. Alors, sinon, je sais pas, il est exploité par une asso ou pas ce produit? Ah non, c'est une entreprise qui. Alors c'est un produit commercial. Non, alors autre exemple, j'ai des utilisateurs qui sont abonnés. Moi j'ai un business model à l'abonnement. Les gens ils s'abonnent pour 1 an, et ils peuvent jouer de façon illimitée. Ouais. Donc pendant la durée de leur abonnement, je leur dis vous êtes abonnés et super pour vous demain il y a un nouveau mode de jeu que je vous présente en avant-première et qui sera publié demain. Ouais. Commercial, pas commercial? Oui, c'est commercial. Ouais. Ah, ok. Mais en soi c'est pas. Pardon? Oui. En fait, c'est pour réactiver, quoi. Non, ils ont payé pour leur année. Ils ont 6 mois d'abonnement devant eux. Ils viennent ou ils viennent pas. C'est comme l'abonné à Canal+, où on lui dit le mois prochain sur Canal+, il y a tel film qui va passer. T'es abonné, tu vas pouvoir en profiter. Mais il est abonné déjà. Je lui vends rien à ce moment-là. Non, mais donc c'est un client. En fait, c'est-à-dire que c'est pas un prospect. Donc c'est pas de la prospection commerciale à proprement parler. C'est de l'entretien client, on va dire. Mais ça reste commercial. Toute communication en fait sur des produits ou des services, c'est une communication commerciale.
quel que soit le business model derrière, si c'est sur abonnement ou si c'est payant, si c'est un jeu freemium, si c'est un jeu free, enfin je sais pas, tout ça en fait c'est votre cuisine interne, mais la finalité reste commerciale, quoi. Et c'est pas un problème en soi, hein, il faut pas avoir peur de la communication commerciale. Et je suis pas en train de dire là, j'espère que c'est pas le message que je veux vous faire passer, je suis pas en train de vous dire on peut pas faire de prospection commerciale. Je suis en train de vous dire que effectivement cette prospection commerciale, normalement, elle nécessite le consentement préalable de celui qui va la recevoir. Maintenant, celui qui a accepté en fait, qui a actionné votre jeu, qui y joue, et à qui vous allez envoyer de la communication, en principe, va pas être trop surpris de la recevoir, quoi. Donc c'est surtout dans les opérations de prospection extérieure pour des mecs que vous connaissez pas du tout que ça va être que l'accueil peut être éventuellement froid. Mais vos utilisateurs réguliers ou pas, ils vont être même souvent ravis de recevoir de la communication sur le jeu, quoi. Ça c'est clair. Et la CNIL, elle dit pas qu'on peut plus faire de communication commerciale. Et dans tous les cas, on doit en fait ce qu'il faut faire, et ça par contre j'insiste là-dessus, c'est que si vous faites des campagnes d'emailing, il faut permettre à chaque nouvelle campagne à la personne de se désabonner par un lien de désabonnement qui fonctionne. Okay. Et à chaque nouvelle communication. Okay. Donc le focus profilage, on l'a un peu déjà fait ensemble, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites de l'analyse du comportement des personnes, et cette analyse permet de prédire en fait soit son rendement de travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences perso, ses intérêts, sa fiabilité, son comportement, sa localisation, ses déplacements. Ça, c'est ce qu'on appelle du profilage. D'accord ? C'est pas interdit en soi. Mais à partir du moment où ce profilage a des effets juridiques, on va devoir demander, et vous allez sauter au plafond, un opt-in supplémentaire, donc une case à cocher supplémentaire. Vous, a priori, vous allez profiler vos joueurs, mais normalement, ça n'aura pas d'effet juridique. Le seul point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est, attention, ce profilage, à partir du 25 mai 2018, il est interdit sur les mineurs. Donc vos joueurs, donc vos joueurs, en fait, il est interdit sans un accord préalable de la personne, d'accord ? Ça, encore une fois, c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que c'est à partir du 25 mai 2018 que vous pouvez requalifier vos bases. D'accord ? Et ça, tout le monde devra le faire, donc vous ne serez pas les seuls. Et à la limite, ça va maintenir aussi la confiance de vos utilisateurs. Non ? C'est pas convaincant, ça ? Bon, d'accord. Bon, bah c'est obligatoire, alors. Mais en tout cas, effectivement, c'est un point important, c'est qu'à partir du moment où on est sur des décisions... Mais encore une fois, c'est interdit avec des effets juridiques. Hein. Donc, encore une fois, je l'ai mis en rouge, souligné... Si ça a des effets juridiques sur la personne, par exemple, vous allez le profiler pour lui interdire d'accéder. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte qu'un de vos joueurs, c'est une de vos baleines qui dépense un max sur votre jeu, qui a pas besoin de promotion pour dépenser. Lui, vous allez arrêter de l'envoyer de la promo parce qu'en fait, vous l'avez profilé comme étant un mec qui de toute façon n'a pas besoin de promo pour dépenser. Bah ça, en fait, ça va lui être négatif, ça va avoir des effets juridiques négatifs pour lui, en fait. Bah ça, vous pourrez pas le faire. Si c'est un mineur en l'occurrence, voilà. Donc il faut y creuser. Hein. Là, on voit tout ça très vite, mais tout ça, il faut y passer du temps. Sur les cookies, on l'a déjà évoqué. Donc étape 1, le bandeau de navigation qui est obligatoire, qu'on ne lit jamais, qui doit disparaître à partir du moment où on a continué notre navigation sur le site. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les cookies aussi ont des durées de conservation. Celle qui est préconisée par la CNIL, c'est 13 mois. D'accord ? Et l'étape 2, c'est la politique cookie. Donc il y a un bandeau qui vous dit on génère des cookies, il faut en fixer les finalités, soit c'est des statistiques parce que vous utilisez Google Analytics, soit c'est ou un autre, hein, soit c'est du profilage marketing et à ce moment-là il faut le dire aussi. Et une fois que la personne a continué sa navigation, on a considéré qu'il avait donné son accord. Donc c'est pas un opt-in là, c'est pas un oui/non. Et d'ailleurs la CNIL a testé le oui/non sur son site, sur les cookies. Ça marche pas du tout. Hein. Parce que à partir du moment où on ne sait pas ce que c'est qu'un cookie, on ne voit pas trop l'intérêt qu'on va avoir de dire oui. Donc ça marche pas. Donc par défaut, on va considérer que la personne est d'accord. Sur la partie sécurité des données, je voulais juste vous dire qu'effectivement, à partir du 25 mai 2018, et ça va peut-être vous faire bondir aussi, mais d'une part, en fait, à partir du moment où vous faites des développements spécifiques vraiment impactants sur vos traitements de données perso, vous allez devoir tenir en interne ce qu'on appelle des analyses de risque. Vous allez devoir penser vos jeux avec le respect de la réglementation en tête, c'est-à-dire en privacy by design, c'est-à-dire avec des possibilités pour les joueurs, par exemple, de gérer leurs données, de gérer leur confidentialité. D'accord ? Alors ça prend c'est assez protéiforme hein, comme obligation, mais c'est un objectif. La CNIL va éditer des certificats et des labels pour le respect des réglementations. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que aujourd'hui, les opérateurs type Orange, Free et SFR ont une obligation de notification à la CNIL des failles de sécurité qu'ils subissent sur les données perso. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà reçu des mails
d'Orange, de Free, de SFR, vous informant qu'effectivement il y avait une faille et que vous deviez changer votre mot de passe. Ça va se généraliser en mai 2018 parce que toutes les boîtes qui collectent des données perso devront notifier à la CNIL les failles de sécurité subies sur leur base de données perso. Donc vous y serez confrontés également aussi. Je passe un peu le slide suivant parce que je vois l'heure tourner, mais en gros l'idée c'est que la sécurité c'est pas seulement la sécurité technique, c'est aussi la sécurité organisationnelle et contractuelle. Il faut en interne, ça peut être intéressant. Là, merci. Si Laurent. C'est intéressant d'avoir aussi des documents qui vous permettent de pouvoir démontrer que vous faites les choses bien. Par exemple, sur la gestion des mots de passe de vos joueurs ou autre chose, ça c'est pas mal de le documenter parce qu'en cas de contrôle CNIL, vous pouvez ressortir ces documents-là. Alors il ne s'agit pas de faire des usines à gaz, mais de documenter vos process en fait. Alors, je vous le dis aussi, la CNIL va considérer que vous êtes tenu à toutes les obligations, effectivement, quelle que soit la taille de votre boîte, mais c'est pas complètement vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'elle va prendre en compte la taille de votre boîte pour voir le degré d'exigence qu'elle va vous imposer. Donc Orange, bien entendu, sera traité avec beaucoup plus de sévérité qu'un petit studio de développement de jeux vidéo. Et c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis petit studio de jeux vidéo, c'est vous avez un effectif et des moyens et un budget qui vous permettent pas de documenter à mort tout ce que vous faites comme Orange pourrait le faire. Ou d'auditer vos contrats, vos sous-traitants et autres. D'accord ? Donc elle fait aussi une interprétation concrète de ce que vous pouvez faire en la matière. Donc vous devrez tenir ce registre des traitements en interne, d'accord, où vous retrouvez à peu près les informations qu'on avait évoquées, c'est-à-dire l'identité du responsable de traitement, les finalités des traitements, les catégories de personnes et de données que vous collectez, catégories de destinataires, donc vos partenaires commerciaux, les transferts hors UE éventuels que vous allez faire. Par exemple, vous avez un hébergement hors UE, en cloud, voilà, c'est un transfert hors UE. Durée de conservation, mesures de sécurité. Et sachez que vos sous-traitants sont tenus aussi à ça, d'accord, à la tenue d'un registre des traitements. Donc toutes les données classiques qu'on a vues juste avant, à gauche, là, sur la partie verte, nécessitent une mention en fait dans le registre. Et à droite, dans les données sensibles, si vous voulez pouvoir collecter ces données, donc les origines, le racial ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou autres des personnes, vous aurez besoin d'une autorisation de la CNIL, donc une autorisation préalable. Et ça prend entre 2 mois et l'infini. Donc il faut faire attention et l'anticiper, ça. Mais bon, dans vos domaines d'activité, a priori, les données sensibles, c'est pas vraiment quelque chose vers lesquels vous allez tendre. Les personnes, à partir du moment où vous collectez les données auprès d'eux, vont avoir des droits et que vous connaissez peut-être, sont le droit d'accès. Donc vous pouvez demander à celui qui collecte des données perso ce qu'il a sur vous et de vous les communiquer. Et à partir de mai 2018, si on a collecté des données par voie électronique, on doit pouvoir permettre l'exercice de ce droit d'accès par voie électronique aussi. D'accord ? Le droit d'opposition, donc c'est par exemple quand vous cliquez sur un lien d'opposition, un lien de désabonnement dans une newsletter. Le droit de rectification, qui n'est pas absolu, hein. C'est le droit de rectification. Celui-là, effectivement, il est pas absolu. C'est-à-dire qu'un joueur peut pas vous dire « oubliez-moi, effacez toutes mes données du jour au lendemain ». D'accord ? Il peut vous dire « mon adresse a changé ». Ou je veux plus recevoir votre newsletter, d'accord, ça c'est ok, mais par contre ça nécessite un motif légitime à vérifier et par ailleurs vous devez vérifier l'identité de la personne qui vous le demande. Jusqu'à maintenant, la vérification d'identité, ça se fait, vous donnez votre adresse postale, il vous envoie une photocopie de votre pièce d'identité avec un courrier écrit à la plume d'oie et vous envoyez les données. Okay. Ça, à partir de mai, ce sera par voie électronique aussi. Il faudra mettre en place un système d'identification par voie électronique. Il y a un droit à l'oubli qui est corrélé aux durées de conservation. Portabilité des données, un peu comme vous avez une portabilité de votre numéro de téléphone portable quand vous changez d'opérateur. Cette obligation va s'appliquer pour les données personnelles. Donc un standard technique qui permettra à un autre d'exploiter les données perso. Et l'opt-in et l'opt-out profilage qu'on a vu ensemble. Vous aurez un délai d'1 mois pour répondre à, par exemple, un droit d'accès. Jusqu'à maintenant, c'était 2 mois, mais là, ce sera 1 mois, donc il faut s'y préparer et s'outiller en interne. Et 25 mai 2018, il faudra désigner, en interne ou en externe, un délégué à la protection des données à partir du moment où vous êtes dans une des trois catégories de structures qu'on voit sur la gauche. Soit vous êtes un organisme public, donc ne concerne pas forcément, soit vous traitez des données à grande échelle. Et là, c'est pas défini, il n'y a pas de quantum en fait. On ne vous dit pas à partir de 500 utilisateurs, vous devez avoir un délégué à la protection. On vous dit non, à partir du moment où c'est une grande quantité de données. Et quand on creuse en fait un peu la doctrine et la littérature là-dessus, c'est bon, les artisans et les professions libérales, vous n'êtes pas concernés. Par contre, toutes les sociétés commerciales, vous êtes dedans. D'accord ? Donc vous le désignez en interne et ça peut être, c'est pas forcément une fonction, et heureusement d'ailleurs à plein temps. Donc vous pouvez désigner quelqu'un en interne ou le désigner en externe et le mutualiser entre plusieurs entreprises. Et là, ça peut être effectivement quelque chose qui peut vous être proposé par Gaming.
Et donc le dernier, c'est traitement à grande échelle de données sensibles, mais ça, ce ne sera pas votre cas. Donc votre délégué à la protection des données, il est indépendant du responsable de traitement, il est tenu au secret professionnel, et ses objectifs, ses missions, c'est d'informer et de conseiller en interne en fait, les personnes sur la façon de traiter les données perso, contrôler la conformité de son responsable de traitement, dispenser des conseils, coopérer avec la CNIL, mais dans l'intérêt du responsable de traitement. C'est pas l'œil de Moscou de la CNIL ou c'est pas la balance en interne. Et c'est le point de contact aussi vis-à-vis de la CNIL et vis-à-vis de vos joueurs aussi, parce que ces coordonnées sont rendues publiques. D'accord. Donc l'idée c'est de dégoupiller les situations un peu problématiques. Alors quand je dis coordonnées publiques, c'est pas son adresse perso ou l'adresse de sa maman. C'est l'adresse mail que vous allez créer ad hoc pour ça. Donc ça peut être dpo@lenomdevoteboîte.com. Ça fonctionne. Et le fonctionnement, il va fonctionner la plupart du temps avec des relais informatiques et liberté en interne si vous en avez besoin. Donc pour synthétiser les risques, la CNIL, si elle vous pince, et la CNIL, elle fait à peu près 450 contrôles par an. Elle fait des contrôles sur place, elle fait des contrôles en ligne, d'accord. A priori, étant donné qu'elle aura moins de déclarations à traiter à partir de mai 2018, elle fera peut-être plus de contrôles, d'accord. Donc il faut faire attention à ça. Elle peut vous mettre en demeure et rendre publique cette mise en demeure. Donc ça, c'était l'exemple d'Apple qu'on a pris au début. Elle peut prononcer un avertissement public, ça c'était l'exemple de Boulanger. Elle peut prononcer une sanction pécuniaire, c'était l'exemple de Hertz, à hauteur de 40 000 euros, mais donc là ça ira jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Elle peut vous demander d'interrompre votre traitement et il peut y avoir des class actions dans le domaine. Donc vous pouvez avoir un gros regroupement d'utilisateurs ou de joueurs qui subissent le même préjudice, par exemple parce que vous avez subi une faille de sécurité, et qui se regroupent pour faire une action contre vous. J'aurais pas dû le mettre à la fin, ce slide il est anxiogène, mais voilà les risques que vous pouvez encourir là-dessus. Pardon ? Ah, attendez. Merci. Et concrètement aujourd'hui, parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on discute avec des personnes spécialisées dans le juridique, on parle beaucoup de risques. Ouais. Concrètement, combien il y a de petites entreprises, entre guillemets, qui ont dû payer quelque chose, qui se font taper dessus. Voilà. Alors en fait, généralement, donc il n'y a pas de statistiques exhaustives parce qu'en fait toutes les décisions sont pas rendues publiques. Mais dans celles qui sont rendues publiques, il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, les décisions sont plutôt raisonnables en fait en montant. Dans les sanctions financières en tout cas. Ce qui est plus impactant, et c'est pour ça qu'en fait moi je ressens tout sur le bad buzz que ça va créer en fait. Parce que l'impact le plus important, c'est clairement l'impact d'image en fait. Et surtout en fait, il faut partir du principe que jusqu'à maintenant, on va dire que la CNIL ne tapait pas très fort, mais que maintenant elle aura un outil qui va lui permettre de taper beaucoup plus fort. Ce que je peux pas vous dire, c'est comment elle va l'utiliser en fait. Est-ce qu'elle va continuer à être plutôt sympa entre guillemets, et encore c'est pas la plus sympa en Europe. Si vous êtes en Irlande, l'autorité de contrôle irlandaise elle sanctionne jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de sièges américains qui sont en Irlande pour des raisons fiscales et pour des raisons, enfin c'est très réducteur mais fiscales, et aussi l'autorité de contrôle de protection de données qui est plutôt sympa. Donc la CNIL elle n'est pas forcément vue comme une autorité sympatoche en Europe, mais c'est pas celle qui prononce les sanctions les plus importantes. Celle qui prononce les sanctions les plus importantes c'est l'autorité de contrôle espagnole, qui là tous les ans culmine à plus de 20 millions d'euros de sanctions. Qui d'ailleurs se finance sur les sanctions qu'elle prononce. Ça explique peut-être un peu cela, parce que la CNIL elle a un budget qui est voté par l'État tous les ans, donc c'est pas le même. Mais bon, généralement la CNIL à la fin de l'année elle culmine autour de 200 à 250 euros de sanctions, 200 à 250 000 euros de sanctions. 250 euros de sanctions, vous êtes déjà tous partis, je pense. Ah oui, d'accord. Mais bon, encore une fois, c'est pas la sanction financière qui doit être vraiment le moteur de cette mise en conformité. Alors, pour essayer justement de vous donner des leviers de mise en conformité sur lesquels vous allez trouver un retour sur investissement, il y a d'une part la diminution du risque juridique, parce que maintenant il est clairement établi, diminution du risque technique, parce que vous voyez que les failles de sécurité, pareil, c'est pas... on discutait de la communication d'OVH là, sur sa panne électrique la semaine dernière. Ça nécessite une communication de crise qui n'est pas toujours évidente à mettre en place, d'accord, et eux, ils sont pour le coup plutôt outillés pour le faire, mais on n'est pas tous à être habitués à la communication de crise. Donc en cas de faille de sécurité, c'est quand même un peu complexe. Par ailleurs, ça permet en fait d'assurer la satisfaction de vos utilisateurs, des joueurs, parce qu'ils sont rassurés de voir que effectivement vous encadrez bien les traitements de données perso. C'est même un argument commercial, c'est l'argument commercial de quelques boîtes aussi. Enfin, je sais pas, vous prenez le moteur de recherche Quant, par exemple, leur argument principal c'est privacy compliant, quoi. Donc ça peut être aussi un levier. La valorisation de votre base de données client, parce que si vous n'avez pas collecté vos données en amont, en conformité avec les textes, vous ne pourrez pas en faire grand-chose derrière. Et par ailleurs, le fait de bien connaître les textes, ça vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Parce qu'en fait, par
méconnaissance des textes, parfois on va s'interdire des choses, alors qu'en fait on avait le droit de le faire. D'accord ? Donc le fait de bien connaître la limite, ça vous permet d'aller jusqu'au bout de la limite. C'est pas l'extrême limite. Une vieille série. Avantage concurrentiel si vous communiquez là-dessus, si vous faites savoir que vous êtes en conformité, et le maintien de l'image de marque et de réputation. C'est très commercial tout ça, mais ça vous permet de savoir aussi qu'il y a un intérêt à la mise en conformité, quoi, non ? Pas d'intérêt à la mise en conformité. Une solution qui vous permettait de vous mettre en conformité, mais quelle que soit votre taille. Et l'idée, c'était de proposer en fait un délégué à la protection des données mutualisé pour les adhérents en fait de Gaming. Ce qui vous permettez vous de vous dire bon voilà on a un contact qui permet la mise en conformité pour chacune de nos structures. C'est ça. Et donc là très simplement en fait j'invite donc tout adhérent de Gaming qui est présent dans la salle à se rapprocher de moi directement pour manifester son intérêt sur le sujet et sa volonté en fait de suivre ce genre de dispositif pour qu'on puisse le mettre en place au mieux dans les 6 mois qui viennent en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc l'idée c'était de faire un truc dégressif, un truc qui est accessible, pour que voilà, ça ne soit pas non plus une usine à gaz qui vous paraisse insurmontable. Voilà, donc c'était pas maintenant, c'est-à-dire que moi de toute façon je suis toujours en poste après, donc on va dire canalise un petit peu toutes les questions et ensuite voilà forcément on fait le point avec Raphaël et on essaiera de mettre en place la chose la plus pertinente possible pour les adhérents de Gaming, bien entendu. Voilà. Et si j'avais bien lu ta presse, tu t'es arrêté à 52 slides, donc il doit en rester la 3e qui devait être merci, au revoir. Voilà, le traditionnel merci pour votre attention, c'est ça ? Attends, je l'ai raté. Un truc comme ça, ouais, vas-y, faut... Bon là, attention, on va faire une crise d'épilepsie, regardez ça trop vite. Mais et voilà. Oh. Bon, merci. Voilà. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup. Alors on a eu des questions au fil de l'eau, est-ce que néanmoins il y a des questions qui subsistent ou est-ce que tout le monde est éteint ? Non. Je précise pour ceux qui veulent oublier, le bar est ouvert, en l'occurrence. Néanmoins nous n'avons pas fini, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Puisqu'on va avoir maintenant une courte présentation donc de la part d'Œil pour Œil. Donc on a Jean Barnezet avec nous, qui va en fait nous soumettre une solution qu'ils ont mis en place sur la sensibilisation au RGPD, GDPR, selon ce qu'on utilise. Donc s'il y a des questions pour Raphaël, levez la main tout de suite. Sinon, dans tous les cas, on fait juste un switch d'ordinateur. Raphaël reste là. Et dans tous les cas, pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec nous via Gaming pour discuter du dispositif, c'est moi le contact. Voilà, donc ne me sautez pas dessus, je suis là. Formidable. Bon, bonsoir à tous. Donc Jean Barnezet, je présente ce soir un dispositif qui a été mis en place par Œil pour Œil. Donc alors ça aurait peut-être été mieux que je passe avant, parce que là je pense que vous avez eu un bon gros détail de toutes les législations, et donc nous notre approche est plutôt de sensibiliser, donc pas aller dans le détail. Et on propose des outils pour des entreprises ou des collectivités qui donc souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs au dispositif. Donc les clients qu'on a, c'est plutôt des gros groupes, des PME. Maintenant, il n'y a pas forcément de taille. Je dirais qu'un petit peu comme ça a été dit, l'objectif, c'est plutôt de sensibiliser les entreprises où il y a beaucoup de collecte de données. C'est pas forcément une grosse boîte ou une petite boîte. C'est surtout le risque qu'elle présente. Et donc, alors, voilà. Bon, rapidement, Œil pour Œil, donc c'est une structure de gamification qui existe depuis une 20aine d'années, qui fait des apps, des serious games, des dispositifs gamifiés, qui a aussi une expérience dans le jeu vidéo et qui est présente dans Gaming depuis longtemps. Donc la gamification, je ne vais pas vous la décrire ici, vous connaissez tous ses intérêts, ses avantages. Donc nous, on l'a développé depuis longtemps et ça nous amène beaucoup à travailler dans les ressources humaines et dans la formation, et donc aussi dans une approche toujours très ludique des choses. On évite de travailler sur des projets dans des entreprises s'ils n'ont pas envie de s'amuser un peu et de divertir leurs apprenants. Donc voici une petite fiche qui présente la boîte rapidement et certaines des références sur lesquelles on a pu travailler. Alors, je ne vais pas vous parler du GDPR, je crois que ça a été suffisamment développé. Donc c'est en revanche effectivement une vraie révolution pour les entreprises. Et donc, alors c'est vrai que nous on est dessus depuis un moment.
Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont tardé à s'impliquer sur le sujet, notamment dans les grands groupes, parce que je pense que c'était pas une priorité pour les dirigeants. Par contre, toutes les équipes qui étaient sur le terrain juridique, ressources humaines, pour elles, c'est une priorité depuis 3 ans. Là, ça commence seulement à être une priorité maintenant pour les dirigeants, parce que pour eux, il y avait d'autres chats à fouetter. Ah, un petit problème de mise en page. Donc rapidement, pourquoi on est là ce soir ? Donc la boîte existe depuis longtemps, mais nous, on n'est pas vraiment une boîte centrée sur le juridique. Hein. On n'aborde pas ce type de sujet d'habitude. En fait, on a été retenu par AXA en 2015 pour créer son programme de sensibilisation sur le sujet. Donc AXA, c'est une entreprise qui est assez en pointe et en avant-garde en général sur l'innovation et la pédagogie au sein de l'entreprise. Et donc, ils ont pris le parti de faire un produit plutôt différent, gamifié, des e-learning traditionnels, parce qu'actuellement, dans les grandes boîtes, même dans les petites, il y a énormément de formations, de MOOC, de webinars et tout ce qu'on veut, et les collaborateurs sont inondés d'informations, et en gros, ils perçoivent tous comme toutes les formations comme obligatoires. C'est plutôt une punition, et c'est plutôt anxiogène en général. Alors, le GDPR, dans le genre anxiogène, il n'y a pas mieux. Donc on a été retenu. Donc il s'agissait d'un projet très ambitieux puisque c'est la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs du groupe AXA. Donc c'est 180 000 personnes en 17 langues. Donc on a travaillé avec des gens assez haut placés. C'était assez intéressant aussi sur ce plan-là. Donc pendant toute l'année 2016, on a travaillé sur la conception de l'outil. Donc il a fallu quand même qu'on s'approprie le sujet. Donc on n'est pas des juristes, on a travaillé avec des experts, mais on a quand même dû acquérir une certaine maîtrise du sujet, d'autant que certains textes étaient encore en cours d'écriture à ce moment-là. Le produit est déployé depuis novembre 2016 et on est encore en train de le traduire dans d'autres langues. Et par exemple, dans un grand groupe comme AXA, ça va prendre 2 à 3 ans pour sensibiliser tout le monde. D'autant que ça a peut-être été précisé, mais la loi impose aussi de sensibiliser les sous-traitants. Donc par exemple, AXA est responsable de 20 000 sous-traitants qui ont l'antenne AXA ou qui sont des courtiers et qui, par extension, rendent AXA responsable du traitement de données qu'ils font. Donc je dis ça, mais dans certains cas, ça peut vous concerner. Si par exemple vous avez confié à un sous-traitant la collecte de vos données ou vos emailing par exemple. Et alors je vais montrer rapidement des screens, mais comme le projet s'est très bien passé avec AXA, chose assez rare pour être soulignée, et comme on a eu très bon rapport avec eux, puisque comme on est une boîte plutôt qui prône le fun, on est assez fun aussi dans la relation, donc ça marche assez bien. Et donc, comme le projet marche bien, en fait, AXA nous a encouragés à proposer ce qu'on a fait pour eux aux autres. Alors c'est quand même très rare. Donc, ils nous appuient dans cette démarche. Et donc, début 2007, on a commencé à prospecter d'autres boîtes. Donc, on a signé AG2R La Mondiale, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens seraient trop courts pour pouvoir concevoir des produits sur mesure, puisque avec AXA, on a travaillé sur mesure sur leur identité. Donc, on a décidé de lancer un outil, ce qu'on appelle un outil sur étagère, c'est-à-dire clé en main, qui peut être mis sur un intranet ou un outil de formation, et a priori qui est suffisamment généraliste pour ne pas avoir à être personnalisé. Donc je montre rapidement AXA, à quoi ça ressemblait. Donc ça s'appelle Data Privacy Awareness. Donc on est vraiment sur de la sensibilisation. Pour aller peut-être dans le sens de ce qui a été dit, je pense que la loi, quand elle va tomber, il va certainement y avoir des entreprises cibles qui vont servir d'étalons. Donc il y aura certainement un GAFA qui sera dans le lot pour l'amende la plus haute. Il y aura certainement une entreprise, à mon avis, dans le secteur de la santé ou de la voiture connectée ou de l'énergie, un peu plus petite mais quand même assez grosse, et puis peut-être une petite boîte dans le marketing. Ça permettra de fixer un peu des règles d'amende. Le discours que tenait AXA, c'était vachement intéressant. C'était, pour aller dans le sens de la fin de la présentation, c'était de dire que on prétend pas former tous les salariés d'AXA à ce que c'est que le traitement de données, c'est impossible. C'est plutôt les sensibiliser et leur dire aussi, c'est l'occasion peut-être de changer un petit peu de discours vis-à-vis des clients et de dire, nous, on essaie d'être plus transparent sur la collecte de vos données et donc aussi d'améliorer l'image. Et là, on revient sur le bad buzz et tout. Donc, ils pourront pas démontrer, s'ils ont un contrôle, que tout le monde est formé impeccablement à ça, mais ils pourront dire, au moins, on a sensibilisé. Et je pense que ça jouera fortement par rapport à d'autres qui n'ont rien fait.
Donc là, vous voyez des écrans. Donc en gros, c'est un e-learning. Donc un e-learning, c'est en HTML, c'est destiné à des outils de formation. Donc il y a des modules avec un film qui dispense des contenus et puis derrière des quiz qu'on essaye de gamifier le plus possible. Donc on a beaucoup travaillé avec des tests utilisateurs et donc ce qui fait que l'outil marche bien, c'est qu'il est fun. Nous, on a une approche qui est plutôt complètement décalée, c'est-à-dire qu'on va pas du tout jouer sur la peur et tout. Malheureusement, la plupart des outils de formation sont comme ça. Et la peur, c'est le pire des vecteurs pour impliquer les gens. Donc là, on voit par exemple des écrans du film qui présente le premier module. On a même fait un film pour AXA qu'ils utilisent eux en interne et même à l'externe vis-à-vis des clients pour expliquer qu'ils sensibilisent leurs collaborateurs à ça. Donc ça, c'est l'outil qu'on a créé. Donc on a créé des personnages qui sont donc la data team, qu'on pourrait très bien imaginer parler d'autres sujets, parce que actuellement ça flippe sérieux dans les boîtes sur le GDPR, mais plein d'autres sujets aussi, la cybercriminalité, la sécurité de l'information, enfin bon, c'est la panique générale quand même. Donc je vais vous montrer un film qui est le film du... j'ai pas de son. Ah oui, on n'a pas connecté de câble. Ah. Bon, bah alors vous avez les sous-titres. Mais c'est dommage parce que le son quand même joue pas mal. Oui. Mais non, parce que le son il part dans le... Dans la HDMI, ok. Bon, bah vous avez les sous-titres. Bon, on a fait un switch un peu trop rapide. Bon, vraiment le son il est assez patate, hein. Il y a de la musique assez rigolote. Il y a du dubstep, c'est ça? Ouais. Non, justement. Donc là, par exemple, il y a de la disco. Ah ouais. Ah bah oui, forcément, oui, elle en est là. D'accord. Donc là, il y a la musique de l'Europe, normalement. Ah. Tin, 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 tin. Et donc le film est diffusé systématiquement à chaque collaborateur, bon, enfin là d'AXA en l'occurrence, mais de toute personne qui utilise Mission GDPR. Ouais, c'est ça. En fait, donc là, on est sur le film du premier module qui aborde le sujet dans sa globalité, et derrière, on a un petit quiz de vérification de connaissances pour être compliant, parce que évidemment, pour rendre des comptes, il faut dire voilà, les personnes ont utilisé l'outil, ont été au bout. Qu'ils aient répondu juste ou faux, c'est pas la question, mais au moins ils ont suivi le truc, ils ont été informés. Voilà, donc bon, la mise en abîme à chaque fois, c'est ça, c'est que la data team, c'est une sorte de, un petit peu des men in black qui interviennent chaque fois qu'il y a un risque de fail dans une entreprise, et ça permet de développer un scénario. Alors. J'ai perdu ma presse. Elle est où? Pas là. Là. Comment je repasse en... Voilà. Donc on a 6 modules, et chaque module derrière fait l'objet d'une, donc je disais, d'une vérification avec des quiz. Donc bon, l'intérêt de ce type d'outil, c'est qu'il a été, donc on a déjà fait le gros travail qui consiste à travailler avec des experts, des juristes, s'approprier le sujet et le rendre accessible, parce que c'est quand même très touffu et le vulgariser n'a pas été évident. On capitalise donc sur l'expérience qu'on a eue avec AXA, et on a une satisfaction très forte de l'outil dans ce groupe. Donc c'est déployable rapidement sur un site internet ou sur un LMS. LMS, c'est les outils de gestion de formation. Donc chaque module, je disais, contient une animation et des quiz.
C'est optimisé tablette, voilà, c'est personnalisable parce que certaines entreprises, par exemple, ne présenteront qu'une partie du parcours pour le top management ou pour les responsables de traitement et le reste pour d'autres utilisateurs. On le fait en français-anglais, mais on va le traduire au fur et à mesure des demandes parce que c'est un investissement de l'entreprise. Donc là, par exemple, il y a une boîte hier qui a appelé, qui demandait en 27 langues. Bon, là, et c'est là aussi où ça fait un petit peu rire par rapport à la réalité des choses, c'est que c'est un très grand groupe que je ne vais pas citer. Et le mec d'un seul coup arrive et il dit moi je veux un outil qui soit déployable immédiatement en 27 langues et je veux former tout mon groupe de 200 000 personnes en 3 mois. Bon, c'est absolument pas sérieux, donc on se rend compte quand même qu'il y a aussi des décalages assez forts entre la réalité et les enjeux, et un message de toute façon comme celui-là il passe pas comme ça en 5 secondes. Donc je pense que forcément quand la loi elle va arriver et que la législation va entrer en œuvre, ils vont quand même se retrouver face à énormément d'entreprises qui sont absolument pas prêtes, voire qui n'ont même pas fini leur audit, voire qui n'ont même pas commencé. Donc encore une fois, je pense qu'il y aura une question de, on va dire, de bon sens et puis d'honnêteté. C'est-à-dire que s'il est démontré que vous avez commencé la démarche, que vous avez fait les choses comme vous le pouviez, avec vos moyens, et que vous êtes dans une bonne démarche en ce sens, à mon avis, il y aura une discussion possible, parce qu'il y en aura beaucoup qui auraient pu le faire, mais qui ne l'ont pas fait. Ça marche plus ? Ah si. Donc, les 6 thèmes qu'on aborde, je pense qu'ils ont été déjà un peu recoupés. Donc, le premier, c'est l'introduction au GDPR, qui est la plus importante, parce que déjà, tout simplement, au sein de grands groupes, même comme des banques ou des assurances, il y a énormément de gens qui ne sont absolument pas au courant de l'arrivée de ce truc. Hein. Donc, je pense aussi dans toutes les boîtes qui font du marketing, la pub, le marketing direct, qui ont été beaucoup évoqués avec les opt-in. C'est un sujet pour l'instant qui n'était pas connu et eux vont être pas mal dans la cible. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle ou une donnée sensible ? Ça a dû être abordé, mais c'est pas forcément implicite. Quelles sont les bases légales de tout ce traitement ? Quels sont donc les principes de protection des données ? Ça a été évoqué aussi, la transparence, la durée de vie, les droits, donc droit à l'oubli, etc., et les obligations qu'auront donc les responsables de traitement et les sous-traitants. Donc là, on voit un petit peu des écrans qu'on a créés sur les différents, sur l'outil, et voilà. Bon, je l'ai fait un petit peu vite. Voilà. Voilà pourquoi je ne fais plus de présentation slide avec un ordi connecté sur une presse et sur un cloud. Merde, j'ai supprimé le mail, fallait pas. Enlève l'HDMI. Ouais. Non, bon, on va laisser ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, forcément ça arrive un petit peu après une présentation très très détaillée. En tout cas, c'est la démonstration concrète que voilà, justement, vous êtes positionné sur un business pour apporter des solutions à un certain type de clients sur ce règlement-là. Ouais. Après, il n'y a pas de type de client parce que là, par exemple, on est aussi approché par des boîtes de 50 personnes, enfin, des mutuelles ou autres. C'est pas, encore une fois, je disais forcément la question du nombre de personnes. C'est la question de l'enjeu et du risque qu'il y a dans l'entreprise. Donc, il y a plusieurs façons de sensibiliser, soit par un petit outil comme ça, soit par une journée avec une personne présente qui va expliquer un petit peu le sujet. Je pense que l'enjeu, c'est plus de sensibiliser les collaborateurs du fait qu'il y a cette loi qui arrive, du fait qu'il y a une personne qui va être présente dans l'entreprise, normalement, ou en mutualisé pour pouvoir avoir des réponses si elle les a aux problèmes. Et voilà. Très bien. Est-ce qu'on a des questions pour Jean autour justement de cette solution qui a été développée autour du problème ? Ou est-ce que tout le monde est définitivement éteint et veut surtout aller boire pour oublier ? Bon, je pense que c'est la solution numéro 2. Okay. Ouais, merci.